près à telle heure. Et à telle heure, on va se voir. Parce que à Genève, il y avait aussi le salon de l'horlogerie. On se dit pourquoi l'horlogerie? Parce que c'est ça le problème, c'est la maîtrise du temps. Et le salon d'horlogerie, quand on voit par exemple la maîtrise du temps, c'est aussi la maîtrise de l'espace. C'est les deux paramètres. On a l'impression que c'est des choses à la légère, le temps et l'espace, le temps et l'espace. Eh bien, les civilisations qui font des progrès, ils ont maîtrisé l'espace et le temps. Le temps, il vous parle, il va vous dire à la minute près ce qu'il va faire. On se voit à 9 h, parce qu'à 9 h30, j'ai ma séance de ceci ou de cela. Après, il faut que j'aille, je dois aller récupérer ça et ça et ça. Et donc, sa journée et son agenda, si vous voulez, il est fait, il est découpé en minutes presque. Moi, je m'excuse, j'ai donné rendez-vous à des amis qui m'ont dit, bon, ben, je veux passer te voir, d'accord, tu viens à quelle heure? Je finis à 7 h, je viens chez toi à 7 h30. À 8 h30, il m'appelle. Il me dit, je m'excuse, là, je vais encore avoir une heure de retard. Une heure de retard. C'est-à-dire qu'il m'a déjà pris une heure, et il m'annonce qu'il va me prendre une deuxième heure d'attente. Et donc ça, cette question de la maîtrise de l'espace et du temps, c'est ça qui fait les civilisations qui ont conquis l'univers. Ceux qui ont conquis Mars, la Lune, etc., eh bien d'abord ils ont conquis l'espace qui est devant chez eux. Et l'espace qui est en eux, c'est ça qui est important. Je ne sais pas si vous avez vu une épreuve dernièrement, un homme qui s'est jeté sans parachute d'un satellite qu'il a jeté à 40 km de la Terre. Donc il s'est jeté et il avait un filet de 100 mètres carrés. Et donc il est tombé en se dirigeant dans l'air, en s'appuyant sur l'air, parce qu'il y a un effet de frottement de l'air. Donc il s'appuie sur l'air. L'air, c'est comme un matin, il peut vous porter. Eh bien, il est arrivé à se poser sain et sauf sur ce filet de 100 mètres carrés. Parce qu'à 40 mètres, il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas visuellement, mais dans sa tête, il le voyait. Il y avait un schéma dans sa tête qui dit que s'il vole comme ça et qu'il dirige, il avait une lunette qui lui donne une sorte de géolocalisation. Donc il y a quelque chose au niveau de la maîtrise qui se fait. Et c'est ça qui fait que lorsque on dit que les enfants d'aujourd'hui, ce sont ceux qui vont diriger le monde demain. Quand vous allez par exemple dans certains lycées, vous allez par exemple le lycée Lyoté, vous allez trouver que les élèves ils sont organisés dès leur plus jeune âge. Ils ont une médiathèque, ils ont des salles de sport, ils ont des heures de piscine, ils ont un matériel de la piscine, ils ont ceci, etc. Et puis quand vous allez dans d'autres écoles, vous voyez que c'était... le prof, il est débordé. Pourquoi? Parce qu'il a 40 élèves, il a 50 élèves, et il fait ce qu'il peut, et il a le salaire qu'il a. Et donc, cette question-là du rapport à l'espace et au temps, c'est une question qui est très très importante. Donc, je reviens à la question je finis avec ces digressions, je reviens à la question de la réalité. On a parlé du psychisme. Quand on dit réalité, on a toujours opposé le fantasme, la réalité au fantasme. Au fait, le contraire de la réalité, ce n'est pas le fantasme, ce n'est même pas l'imaginaire, ce sont des niveaux de réalité. Par exemple, si je prends la réalité, il y a une réalité matérielle, il y a une réalité biologique, et il y a une réalité psychique. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question de la pulsion. Je suis en train de ramener vers la pulsion. Et si vous voulez la réalité matérielle, si vous voulez qu'on prenne un exemple de réalité matérielle, c'est la loi de l'attraction de Newton. C'est une réalité matérielle qui est imposée à tout le monde. Si on nous prend dans un avion et qu'on ouvre
la porte d'avion, qu'on nous pousse, on va tous tomber à la même vitesse, qui est 1,5 gamma T2. C'est ça. Il y a quelqu'un qui fait un peu de... On va descendre à la vitesse de 1,5 gamma T2. On va tous descendre à la même vitesse. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, c'est une réalité matérielle. Elle est imposée à tout le monde. Que vous soyez une femme, que vous soyez débile, que vous ayez le cerveau d'Einstein, tout le monde va tomber à la même vitesse. Ça, c'est une réalité matérielle. Et personne n'y échappe. Vous pouvez faire la théorie de ça, vous pouvez lui parler en anglais, vous pouvez lui donner bakshish, elle dit la chute, elle ne change pas. Elle tombe, vous allez tomber, vous allez tomber à la même vitesse. Tout le monde va tomber à la même vitesse. Sauf si on prend dans l'avion un aigle. Un aigle, et on le jette. Il va tomber un moment, mais à un moment, il va déployer ses ailes, il va voler. Là, on est dans une réalité biologique. La biologie a vu des transformations que nous n'avons pas encore tranché la question. La question scientifiquement n'est pas tranchée. Pourquoi y a-t-il plusieurs ordres biologiques? Pourquoi y a-t-il des espèces? Ce n'est pas une seule espèce. Pourquoi il y a des animaux aquatiques, il y a des animaux aériens, il y a des animaux terriens, il y a des humains, il y a des noirs, il y a des blancs, etc. Pourquoi cette diversité biologique? Et la réalité biologique, c'est que celui qui va avancer sérieusement sur la question, ce n'est pas Darwin. Darwin, il a été au plus facile. Il a pris des petits pois et il a dit, voilà les petits pois, vous prenez des petits pois, vous prenez des petits pois blancs, des petits pois noirs, des haricots blancs, vous les mélangez, vous allez avoir, au niveau des gènes, vous allez avoir un mélange, etc., de haricots. À ce sujet, il y a une autre blague de génétique. C'est un médecin blanc qui arrive dans un village africain. Tout le monde est noir. Et 9 mois après l'arrivée du médecin, naît dans le village un enfant albinos. Vous savez, l'enfant albinos, c'est un enfant noir qui a la peau blanche. Et le chef du village veut voir le médecin blanc et lui dit, toi tu as fauté. Tu nous as déshonorés depuis que tu es là. Maintenant, on a un enfant blanc. Tu es arrivé il y a 9 mois et maintenant, on a un enfant blanc. Il dit, je vais t'expliquer. C'est la loi de la génétique. Vous avez un gène dormant qui peut se révéler 3-4 générations après. C'est les gènes récesseurs. Donc, il lui explique ça. Et il lui dit, écoute, toi, dans ton troupeau de chèvres, tu as des chèvres blanches. Mais là, tu as une chèvre noire. Et le chef africain lui dit, j'ai compris. Tu dis rien pour la chèvre, et je ne dis rien pour l'enfant. Il a cru que c'était... Donc, cette question de gène, c'est la rencontre, bien sûr, de la biologie et des conditions matérielles d'évolution. Bon, je ne vais pas faire du darwinisme. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un chercheur franco-chilien, c'est Francisco Varela, dans un livre formidable qui s'intitule L'inscription corporelle de l'esprit. Je vous conseille de le lire, il est formidable. Et Francisco Varela va expliquer ça d'une manière formidable. Il a été prévu une pause café. Il a été prévu une pause café, non? Il y a une pause café, la Villa des Arts a prévu un petit buffet. Je devais parler que 45 minutes. Ça fait combien de temps que je parle? 45 minutes. Je parle. Écoutez, il y a un buffet, on va aller prendre un verre de café ou de thé ou d'orange, et on continue avec vos questions. Je m'arrête, ça y est, je ne parle plus. C'est vous qui parlez. Hein? Ça se passe où? Et si on faisait l'inverse, on posait nos questions et on terminait par comme ça ceux qui veulent partir. C'est une idée. C'est une idée. De nouvelles intentions. C'est formidable. Je vous conseille. Et donc je continue, je vais vous poser des questions. Alors moi ce que je vais faire,
Je ne vais pas vous dire, vous posez des questions, on ouvre la liste. En parlant, vous m'arrêtez. Vous m'arrêtez. N'hésitez pas. Jetez-vous à l'eau, là, jetez-vous à l'eau. Vas-y. Ok, donc moi, c'est pas une question que je voudrais poser. Oui, il y a un développement. Non, c'est juste quelque chose que j'aimerais partager avec toi et avec Hassan. Quand tu parlais de l'organisation et de la non-organisation, tu as donné l'exemple des élèves et des choses comme ça. Tout ça, c'est bien sûr que quand on est organisé, on va loin et puis on arrive à obtenir des résultats extraordinaires. Mais ceci dit, on va dire quelqu'un d'extrêmement organisé, c'est également quelqu'un qui a un peu le nez dans le guidon, et c'est quelqu'un qui n'a pas de recul par rapport aux choses, et c'est une personne qui n'aura pas véritablement de déclic, parce que ses journées sont les mêmes, parce que de 7h du matin, il a toute une programmation jusqu'à 21h où il sort de la salle de sport, etc. Et que les déclics, quand on a envie que quelque chose survienne dans notre vie, quand on aspire à un changement, quand on aspire à plein de choses, il faut absolument des moments de retrait, des moments où on n'est pas dans l'agitation, on n'est pas dans la course, on n'est pas dans un programme chargé, etc. Où justement on se coupe un peu de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, comme les entreprises font le bilan à la fin de l'année, eh bien, il y a des moments dans la vie où on doit se couper pendant une semaine, aller par exemple dans le désert ou aller quelque part où on est seul avec soi-même. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce qu'on appelle le murmure de l'âme. C'est-à-dire que les solutions, les choses auxquelles on n'a jamais pensé parce qu'on était justement dans l'action et que l'action nous coupe justement de ces messages, de ces déclics qui peuvent survenir, etc. Et donc, je dis, c'est bien, mais en même temps, c'est bien également de pouvoir ne pas être surexcité, avoir un programme de folie, et s'arrêter quelquefois et ne rien faire. Parce que quand on ne fait rien, pendant 2 ou 3 jours, on a des choses qui peuvent arriver, se dire, mais pourquoi j'y avais pas pensé avant ? Mais parce qu'on était dans l'action. Et quand on est dans l'action, on n'a pas du tout de recul. Et le murmure de l'âme ne vient jamais quand on est dans l'action. Il vient quand on est dans la période où on est justement peut-être dans le désert, où il n'y a rien à faire, ou bien dans un endroit où on se retire. Et c'est là qu'il peut y avoir des déclics et qu'on peut décider de changer de carrière, de vie, de plein de choses. De mari, de femme, d'épouse. De plein de choses. Voilà. Mais tu as tout à fait raison. بالعربي كاين واحد المثل كيقول إذا كثر الشيء إذا زاد عن حدين انقلب إلى ضده. Trop d'organisation tue l'organisation. Bien sûr. Trop d'organisation, c'est un névrose obsessionnel. Tu la créativité, tu l'audace, tu plein de choses. Il y a eu une conférence il y a 15 jours de la petite fille de Louis de Funès à Casablanca. Et elle a présenté un livre qui s'appelle justement elle parlait de l'entreprise inhumaine qui fait fuir les gens. Et elle disait, à force de procédures, etc., les gens ne prennent plus de risques. Il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de risque, il n'y a plus rien. Parce que tout est quadrillé. Et donc, quand c'est quadrillé, même la vie, elle devient monotone. Carré, la paperasse. Les plus connus, c'est les Américains et les Anglais. Il y a tellement de procédures que l'histoire du pilote qui a dû atterrir d'une certaine manière sans respecter les procédures, aujourd'hui, il est devant un tribunal et on lui dit, il faut que tu nous prouves que si tu avais utilisé la procédure, tu n'aurais pas sauvé l'avion. Parce qu'il l'a sauvé, mais en n'utilisant pas les procédures. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que il faut se méfier de trop d'une organisation parfaite. Il faut éviter le trop et le pas assez. Voilà. C'est-à-dire trouver l'organisation quand elle a son charme discret, quand elle devient étouffante, on change. Voilà. Et il faut être suffisamment souple pour ne pas être esclave, parce qu'il y a des gens organisés. Mais,
Si vous changez la place de l'Fota, c'est la catastrophe. Parce qu'on dit, la place, hein, j'ai posé ma serviette ici, il faut la poser ici, c'est la catastrophe, son monde s'est effondré. Ou là, moi je suis en train de soigner, je soignais une femme pour sortir, ça c'est plus belle. Ou là, elle contrôle 80 fois. Qu'est-ce que c'est? 80 fois. C'est une névrose obsessionnelle. Ou là, elle a le gaz, la nuit. Alors, c'est le gaz. Ah, c'est dit le gaz. Qui est l'autre, qui vérifie le gaz. On va passer à l'électricité. Il va vérifier. C'est-à-dire que trop de la même chose vous fait tomber dans la névrose obsessionnelle. C'est pour ça que Freud a dit une religion c'est comme une névrose, une œuvre d'art c'est comme une hystérie, et un système philosophique c'est comme une paranoïa. Il n'a pas dit c'est une paranoïa, il a dit c'est comme. C'est vrai que si vous êtes musulman pratiquant, vous allez vous laver les mains 5 fois, pas 80 fois. 5 fois, chouïa. Et il se peut que votre ablution soit un acte de foi. Mais il se peut que votre névrose obsessionnelle rentre dans ce système-là, trouve à s'épanouir. Avec le débat, il y a un certain débat théologique qui vous dit la main, il faut laver jusqu'ici, ou il faut laver jusque là, ou il faut laver. Ce débat obsessionnel, c'est qu'il faut laver jusque là, est-ce qu'il faut monter l'eau? Il faut la monter par le premier trou de droite, le deuxième trou de gauche. Ce débat-là, il y a un débat, il y a un abord de la théologie qui est un abord obsessionnel. Il y a même des écoles. Il y a même des écoles qui disent على كل حال هذا ماشي جاوب على. Par exemple, une hystérique. Pour être artiste, il faut être un peu hystérique. Mais pas trop. Oui, il faut avoir un noyau hystérique. C'est un peu le style Jacques Lang. Jacques Lang, c'est une grande hystérique. Pourquoi? C'est une hystérique, Jacques Lang. Parce que quand vous êtes artiste, il faut que vous habillez un peu avec des couleurs, des écharpes. Vous êtes artiste. Quand vous êtes un névrosé obsessionnel, vous êtes un bureaucrate. Vous travaillez dans une banque, vous portez un costume, vous portez une cravate. Avec le costume, vous avez les pellicules en option. Et donc, si vous voulez, le prolongement, le noyau pathologique, quand est-ce que notre noyau pathologique, ou ce qu'on appelle notre folie privée? On a tous une folie privée. On a tous un côté faux. Et quelqu'un que tu connais bien, c'est Edgar Morin, que tu aimes bien. Edgar Morin a dit quelque chose de formidable. Il a dit Homo sapiens, mais Homo demens. C'est-à-dire que l'homme sage, c'est aussi un homme fou. C'est celui qui organise l'espace, qui conquiert l'espace, mais celui qui va aussi casser l'Irak. Bush, quand il rentre en Irak, excusez-moi, qu'est-ce qu'il a fait? On a cassé un pays, une civilisation, pour faire quoi? Il y a que avec dictateurs, etc. وهذوك ما عندهم لا أرض chimique لا والو تعدوا عليهم هرسوا بلاد هكذاك والنتيجة شنو هي؟ Un grand désordre. La liberté, c'est vrai que David était fou. David était fou un peu. Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose à l'ONU. D'abord un jour il est mort et il prend la chasse. Et il a fait comme ça à un juge. Et puis il dit quelque chose de grave. Il dit, Inch'Allah, dans 50 ans l'Europe, sans armes, sans rien, elle va devenir musulmane. Ça veut dire que l'islam, c'est une religion où on menace les autres d'anéantissement. Si on est fort, on va anéantir les autres. On ne coexiste pas avec les autres. Et ça, cette phrase lui a coûté cher. Mais
Moi, ce que je dis, ce qu'a fait Sarkozy avec Kadhafi, c'est que même s'il est faux, il mérite le tribunal international. Mais pourquoi casser le pays? Actuellement, maintenant, la Libye, c'est une grande passoire. Si vous voulez quitter l'Afrique clandestinement, vous allez en Libye. Vous sortez tranquillement. Et donc, ça, on a, par exemple, le comportement de Bush ou le comportement de Sarkozy, on a une lecture de la réalité. Une réalité qui n'est pas la même. Chacun lit la réalité à sa façon. Quelqu'un va arriver et dire, ce pays ou cette tribu, elle est en désordre. Leur chef, c'est un dictateur. Moi, je vais mettre l'ordre et je vais vous mettre un bon chef. De quel droit? Il y a qui sont primitifs. Ils ont un chef, ils vivent heureux avec lui. Ils sont bien. Et donc, lorsqu'on veut faire le bonheur des autres à leur place, vouloir faire le bonheur des autres à leur place, c'est là où on fait leur malheur. Et alors pourquoi? Alors, je crois que, à mon sens, la Libye, ولا العراق ديال صدام حسين احسن هذا الشيء راه كاين واحد الروينه chaque jour vous entendez explosion. في هذا السياق انا الجواب الكلمه نطالع مني على هذا هو انا كيعجبني هايدغر اللي كيهضر على الكينونه والمسار ديال التقنيه لي طون الكينونه هي لي طون كتجمع لي طون لا تكنولوجي وهذا المسار اللي هضرتي عليه شرتي لي ديال الحروب كارثه بالنسبه لهايدغر قتل وشرتي لي في هذيك الثروات والطرق الى اخره. هذا الانسان مازال ما تعلمش لو ديزاين كيفاش نعيشوا وكيفاش نمارسوه بهدوء حيت هو هايدغر عاش هذيك الظروف اكثر منا وعبر عليهم راه اختراع في هذه المسائل. Heidegger c'est un homme immense. Et le salopard l'attaque sur un point où il a eu tort. Il a eu tort d'accepter de diriger, d'être doyen dans une fac sur le régime nazi. Moi, si j'étais à sa place, je n'accepterais pas. Lui, il a accepté. Mais je n'attaque pas un grand. Je n'attaque jamais un grand sur un point où il a tort. Un grand, on n'attaque pas un grand. قال كل سبيبه وفي قصيدتك الهويه ديالك ما كاينش شي واحد اللي سد كل واحد راه فيه العيب ديالو كل واحد فيه العيب ديالو وهذاك هايدغر انا جو n'attaque pas. L'œuvre de Heidegger elle est immense, plus immense que les 92 ديال دويا. بالنسبه لي دويا c'est une et il y a des salopards qui passent leur temps à répéter هايدغر كان دويا عميل ديال النازيه هذا وما قراوش نهائيا. La folie de Nietzsche, c'est la même chose. Beaucoup de gens mettent l'accent sur la folie de Nietzsche. On ne gagne pas attaquer un grand sur un point où il a tort. Ou la Freud, d'abord Michel Onfray qui est un ami. Michel Onfray, c'est un ami à moi. Vous n'aimez pas l'avoir parlé? Non, on l'amitié, il est formidable, il est drôle. Mais je suis non, dans les soirées où on mange, on boit, on discute, non, il est adorable. Et oui, il est mieux qu'à la télé, dans la vie. Mais, par exemple, il a sorti un truc sur Freud. Moi, Freud, قال لك حقا نعيش مع نسيبتو. واش كل يوم نعيش مع نسيبتو؟ Pourquoi on l'attaque? C'est banal ça. On doit attaquer. Si tu vas attaquer Freud, moi je vais te dire sur quoi tu vas l'attaquer. Attaque tout le monde. Freud. ماشي هو بواه. Freud لقيت. علاش؟ لأن بواه كان عنده 40 عام ودار الفايت. Il avait 40 ans. Il était divorcé, il avait un fils de 20 ans. جاء واحد بوم غيش قال له عافاك عندي واحد الدريه عندها 20 ans. غادي تفكري منها تزوج بها. راه كانت غادي نعطيوها لواحد جون ريش ولكن هذاك الريش الى ديزونوري حملها ومشى. ياك خلاها ما يديرش. قالوا الا تزوجتيها انا كاع هذوك
Ce qui fait que Jacob Freud s'est marié avec une femme enceinte. Freud, son père n'est pas son père. Mais son père ne le sait pas. Là, on le sait. Dans la chanson. On le sait, on a accès aux documents. Donc, ملي تزوج مع هذيك ريبيكا عندها 20 ans 20 ans مع هذاك الحامل جيبها كل شيء ياك ملي تزاد فريد خوه من با عنده 20 عام ياك le même âge que sa mère. Vous êtes d'accord? Quand Freud avait 10 ans, il voyait son frère, son demi-frère, coucher avec sa mère. C'est pour ça qu'il est porté sur la CPI. Ce problème de Freud, l'aveuglement de Freud, le sexe, il vient de là. Pourquoi il n'a pas vu la violence? Pourquoi? Quand il lit Oedipe, il commence à la page 140. Mais il lit Oedipe, قتل با ونعس مع عمو. ولكن أوديب اش طرا ليه؟ ملي كان صغير شدوا باه وضربوا مسامر في رجليه وجلو كفخو ولحو. هذوك اللي صابوه سماوه Oedipus, celui qui a les pieds enflés. Oedipus, ça veut dire celui qui a les pieds enflés. C'est-à-dire qu'on a trouvé un enfant qui avait les pieds enflés. Alors si j'avais appelé le complexe humain, je ne l'appellerai pas le complexe d'Oedipe. Je vais l'appeler le complexe de Gilgamesh. الملحمة ديال جلجامش كتعود المأساة ديال الإنسانية أحسن من أوديب. أحسن منها. علاش؟ كتعود بالعنف، لأن المشكل ماشي هو الجنس. العيش راه كلشي كيمارسي الجنس وكلشي مكف سعيد، ملي انك مارسي الجنس صافي غتكون سعيد. العنف هو المشكل. هذه القضية ديال يا إما أنت ولا أنا، يا إما بيا ولا بك. التطاحن ديال يا إما بيا ولا بك هو اللي مشكل. كوم سي اون دي aux autres il n'y a pas de place au soleil. الشمس لا تشرق للجميع، الشمس تشرق إلي لوحدي. إذا هنا كيبقى المشكل لو كومبلكس العقدة الكبيرة اللي الإنسان اللي خاص نعالجوها هي العنف ماشي الجنس. وحنا دابا كاين واحد المجموعة ديال المحللين النفسيين كندابزوا مع هذوك اللي شادين السلطة على التحليل النفسي في نيويورك، كندابزوا معاهم وما كيبغيوش يخلونا بعد ندخلوا للقاعة وكنطرحوا لهم هذا المشكل هذا. لأنه هذا المشكل ديال العنف علاش أوديب دار القراءة لسوفوك بهذه الطريقة هذه؟ علاش دارها؟ علاش ما قراش سوفوك؟ علاش ما قراش جلجامش؟ وحنا كنطرحوا هذه الحيثيات هذو. إذا كاين صراع فكري قدو قداش والناس كيسحبوا واش راه الفكر عاد كيدوز على هكاك، راه كاين واحد الصراع قدو قداش في هذا الشيء. حنا دابا دخلنا لي نوروسيونس، لأنه كاين un débat قدو قداش باسكو Freud c'est un homme immense. شان هذا الشيء اللي قلت لهم عمري ما نكتبو وانا عارف حياة فرويد بلي لي ديتاي. علاش؟ لأنه عندنا un accès la bibliothèque ديال لو كونغري امريكان فين محطوط les documents intimes ديال فرويد. Nous on a accès parce qu'on a un code et on lit la correspondance d'elle. Freud était un homme formidable. Il écrivait un livre, mais tous les soirs, il envoyait 7000 lettres de 5-6 pages. Pas qu'il dit que ça à l'internet, il tissait, où il racontait tout. Il dit, je suis en train d'écrire Totem et Tabou. Je suis déprimé, je suis triste. Quelle grandeur d'âme. Quel est parmi nous celui qui peut dire, je suis déprimé. Aujourd'hui, je suis triste. J'ai envie de me flinguer aujourd'hui. Je suis dégoûté par la vie. Comme ça, il parle dans ses écrits. Et c'est un homme formidable parce que. Mais أنا ما كنعاتبوش على هذا الشيء واش باه دار مجوز ولا ماشي مجوز. هذا الشيء الحيتي هادشي ديال خضره فوق طعام. كيبقى هو اللي عطانا لا كلي بور كومبروندر l'inconscient. Et ça, ne lui enlève pas. L'inconscient وحاجة ثانية الكلام. يعطي واحد كبير للكلام. الكلام. مصطفى الصفوي كتب واحد الكتاب هائل سميتو الكلام أو الموت. La parole ou la mort. C'est que la parole guérit. Mais la parole tue aussi. Mais bien sûr, la parole
la parole qui dit, c'est pas, elle dit, je t'aime, dis le mot que je t'aime, non. Je t'aime, c'est qu'un vrai que des mots. C'est dit avec le corps, dit avec la tendresse, dit avec les yeux. La meilleure façon de dire je t'aime à une femme, c'est d'avoir les yeux mouillés un peu. Vous êtes ému. Vous êtes ému. C'est ça. Sur ce, j'arrête. Je vous invite à prendre un verre. Bien. Termine. On termine en parlant.